5h56, soyez les bienvenus, bon réveil si vous ouvrez à peine les yeux sur BFM TV, on est ensemble jusqu'à 10h. Bonjour Maëva. Bonjour Naoufel, bonjour à tous. Et bon courage, c'est le dernier jour avant le début du week-end. On vous parlera beaucoup de choses aujourd'hui, on ira assez rapidement du côté d'Aurillac. Vous savez, il y a eu ce festival de rue qui a connu quelques échauffourées. On ira rejoindre notre reporter. Et puis on va parler d'un sujet un petit peu plus léger, des sangliers qui débarquent à la nage du côté de l'île du Levant, c'est dans le Var. Alors c'est léger, mais vous verrez qu'il cause quand même de gros dégâts. On va en parler dans un instant. Tout de suite, c'est la météo. Bientôt 6h, merci d'avoir choisi BFM TV, première édition pour vous réveiller à la une de l'actualité. On va aller du côté de d'Aurillac, sous haute tension, sous haute surveillance pour éviter de nouvelles scènes de chaos après les violents affrontements de mercredi soir. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a ordonné l'envoi de renforts de CRS autour du festival de rue. Alors ce dispositif a-t-il permis d'éviter l'escalade des tensions? On va retrouver dans un instant Victor Pérez-Boucheron, notre envoyé spécial sur place. Dans ce journal également, l'horreur, l'indignation et maintenant les nombreuses questions après la mort du streamer Jean Pornanov. Son autopsie exclut l'intervention d'une tierce personne, mais des analyses complémentaires doivent être effectuées. Les investigations se poursuivent pour savoir si la victime était sous emprise. À l'étranger, une offensive imminente. L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza. Les hôpitaux et les organisations humanitaires internationales sont appelés à évacuer. En parallèle, Benyamin Netanyahou ordonne des négociations immédiates pour libérer tous les otages. Quand les taxes américaines laissent un goût amer au vin français, les viticulteurs seront taxés à 15% des bouteilles exportées outre-Atlantique. La filière espérait encore y échapper, mais les États-Unis n'ont rien lâché dans les négociations. Vous entendrez l'inquiétude des producteurs. Et puis on va vous montrer aussi ce matin cette image incroyable, mais vraie, des plages paradisiaques envahies par des sangliers. Ça se passe dans le Var et vous allez entendre l'inquiétude des touristes et des habitants. Un vrai casse-tête pour les habitants sur place. Sécurité donc renforcée avec des consignes de fermeté. Bruno Retailleau a annoncé hier l'envoi de 2 compagnies de CRS aux abords du festival de rue d'Aurillac dans le Cantal. Et oui, ce festival avait dégénéré dans la nuit de mercredi à jeudi. De violents heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. 8 policiers avaient d'ailleurs été blessés. On va retrouver sur place notre envoyé spécial Victor Pérez-Boucheron. Bonjour Victor, racontez-nous comment s'est déroulée cette deuxième soirée. Bonjour, eh bien cette deuxième soirée elle s'est déroulée dans la même ambiance que maintenant, c'est-à-dire dans le plus grand des calmes. Rien à signaler donc du côté de la préfecture et des services de l'État, pas de débordement, pas d'événement majeur me dit-on. Donc aucun débordement à signaler au terme de cette deuxième nuit. Il faut dire que la très forte présence policière dans le centre-ville a dû dissuader le moindre mouvement de se former avec l'envoi de 2 compagnies de CRS, vous l'avez dit, et notamment cette compagnie de CRS, la CRS 83 spécialisée dans la gestion d'émeutes. Dès 21h, donc on a pu voir des dizaines de grappes de CRS patrouiller dans le centre-ville, se mêlant aux festivaliers, ces mêmes festivaliers qui continuaient leur soirée dans une ambiance bon enfant, une ambiance festive. Mais dès lors qu'on leur posait la question sur les événements de la veille, on sentait une forme de tabou, de gêne pour nous expliquer ce qui s'était passé. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que la nuit dernière s'est globalement très bien passée, c'est même très bien passé. Rien à signaler ici à Aurillac. Une nuit plutôt calme. Merci Victor Pérez-Boucheron, accompagné de Jules Bedeau. Pour l'instant, l'enquête est en cours pour déterminer l'identité des casseurs. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dénonce la responsabilité de la mouvance d'extrême gauche. Écoutez-le. Autour de ce festival, il y a des individus qui sont de la mouvance d'extrême gauche, qui détestent la police, qui détestent tout ce qui porte un uniforme. Compte tenu des dégâts, nous avons mobilisé énormément de forces de l'ordre pour que précisément l'ordre puisse régner cette nuit et dans les jours qui viennent. L'actualité judiciaire à présent. Sa mort n'a pas été provoquée par l'intervention d'une tierce personne. C'est ce que révèle l'autopsie du streamer Jean Pornanov, de son vrai nom Raphaël Graven. Des analyses complémentaires permettront de déterminer si les causes du décès sont médicales ou toxicologiques. L'homme de 46 ans était connu pour des vidéos diffusées en direct où il subissait violences et autres humiliations. Théo Bassilana. L'autopsie de Jean Pornanov écarte l'intervention d'un tiers concernant son décès et précise qu'il n'y a pas d'origine traumatique. Voici les conclusions précises. Absence de lésions traumatiques, absence de lésions correspondant à des brûlures. En revanche, présence de quelques ecchymoses et lésions cicatrisées sur les membres inférieurs.
Qu'est-ce qui pousse les médecins légistes à écarter l'hypothèse de l'intervention d'un tiers? En plus de l'absence de lésions traumatiques, 2 problèmes médicaux majeurs concernant Jean Portmanov sont mis en avant par ses médecins. L'homme de 46 ans suivait un traitement pour la thyroïde. Et l'une de ses opérations avait été annulée après la découverte d'une potentielle pathologie cardiaque. Pourtant, les enquêteurs ne souhaitent pas en rester là. Ils cherchent à savoir si les conditions extrêmes des 12 jours de vidéos en direct ininterrompu, rythmées de coups, d'humiliation envers la victime, ont pu contribuer à sa mort. Mais selon les avocats des 2 acolytes de Jean Portmanov, l'autopsie écarte toute responsabilité de leur client. Si on exclut l'intervention d'un tiers, ça veut dire que ce n'est pas le comportement qui a lieu dans le cadre de ce stream qui a causé la mort de ce monsieur. La réalité, c'est que ces violences étaient à la fois, pas toutes, à la fois simulées, mais il y a surtout le consentement. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là n'est pas toujours simulé. Un coup ne peut pas toujours être simulé. Par contre, tout ce que vous voyez là était consenti. Les enquêteurs vont scruter plus de 300 heures d'images et réaliser en complément des analyses toxicologiques. On en vient à présent à ce terrible drame, la mort d'un enfant de 3 ans dans un incendie d'un pavillon à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Son frère jumeau et sa mère ont pu être réanimés par les secours, mais leur jour reste en danger. 70 pompiers ont été mobilisés hier pour éteindre rapidement le feu. L'origine de l'incendie reste pour l'heure encore inconnue. La Roche reste instable 2 jours après l'éboulement mortel en Haute-Savoie. Hier, les secours étaient toujours sur place pour la stabiliser et éviter un nouveau drame. Mercredi, 2 vacanciers ont perdu la vie après qu'un bloc rocheux a heurté leur voiture. Ce matin, la route reste encore bloquée. Anaïs Girard, Baptiste Deveau et Laura Cambo. Depuis hier, rien n'a changé. Le paysage semble figé. Aucune voiture ne circule sur cette portion de la route. Le terrain est toujours instable. Actuellement, des analyses sont en cours par les services de l'État pour évaluer les éventuels rochers qui pourraient encore tomber. C'est pour ces raisons que la route est fermée. Sur place, des équipes en rappel sondent la paroi. Des opérations continueront jusqu'à la fin de la semaine pour sécuriser la zone de l'accident. Ici pourtant, de nombreux travaux ont été réalisés ces dernières années, notamment pour installer des protections comme ces filets. Mais le risque est toujours présent. Les parois qui surplombent les routes sont étroitement surveillées. Elles font l'objet d'études attentives. Il peut arriver que des conditions qui restent encore déterminées dans ce cas précis créent un détachement de blocs. La RN 205 sera fermée une dizaine de jours dans le sens descendant, là où est survenu l'accident. Environ 18 000 véhicules empruntent cette route tous les jours. L'actualité internationale nous emmène au Proche-Orient. Benyamin Netanyahou ordonne des négociations pour libérer tous les otages détenus à Gaza. Il répond à une proposition de trêve présentée par les médiateurs et acceptée par le Hamas. Et dans le même temps, l'armée israélienne resserre son étau autour de la ville de Gaza en vue d'une offensive. Elle a appelé les hôpitaux et les responsables médicaux à évacuer. Eléa Morel. Au milieu des tentes, des centaines de Gazaouis lancent ce qu'ils nomment leur dernier appel. Je resterai et mourrai à Gaza. Je suis venu ici pour dire ceci. Arrêtez la guerre et sauvez ce qui reste. Sauvez les enfants, les femmes âgées ou les malades. Nous sommes massacrés. Ceux qui ne manifestent pas ont rassemblé leurs affaires pour fuir la ville au plus vite. Ce qui m'a poussé à partir, c'est la faim, le siège, la guerre, les roquettes qui tombent sur nous et les drones qui bombardent toute la nuit. Comme lui, de nombreux Palestiniens ont décidé de quitter Gazaville. Sur la route du Sud, des campements sont érigés par les déplacés. Ils n'ont pas voulu attendre les avis d'évacuation israéliens. Les attaques à la roquette nous ont obligés à partir et nous avions peur d'un exode massif où tout le monde partirait en même temps, ce qui nous empêcherait de trouver un moyen de transport ou tout autre moyen de partir. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne intensifie ses bombardements. Les chars sont désormais aux portes de la plus grande ville de l'enclave, attendant le début de l'offensive autorisée hier par Benyamin Netanyahou. Je suis arrivé à la division de l'armée de Gaza pour approuver les plans que l'armée a présentés au ministre de la Défense et à moi-même afin de prendre le contrôle de la ville de Gaza et de vaincre le Hamas. 60 000 réservistes ont été rappelés pour prendre part à l'opération. Le Premier ministre israélien a également affirmé vouloir lancer des négociations pour la libération des otages.
Allez, retour dans l'Hexagone et coup dur pour les viticulteurs français. Le vin qu'ils exportent vers les États-Unis sera désormais taxé à 15% comme les autres produits européens. C'est ça. Alors ces derniers jours, on avait suivi, la filière avait tenté tant bien que mal d'obtenir une exemption de la part des Américains. C'est finalement la douche froide pour ce secteur qui exporte un quart de ses bouteilles outre-Atlantique. Les précisions d'Alexis Pluyelt et Yélis Kirazli. Finalement taxé à hauteur de 15%, le prix de ce rosé de Provence, vendu à environ 25 $ aux États-Unis, va bientôt augmenter. Nous allons probablement avoir des discussions avec nos importateurs qui vont probablement nous demander de faire des efforts, peut-être tarifaires, pour les aider à absorber, si vous voulez, une partie de la taxe. Trouver des solutions essentielles pour l'ensemble de la filière. Car les États-Unis représentent le plus gros pays importateur des vins de Provence. 22 millions de bouteilles y sont exportées chaque année. Ça a un fort impact en termes d'image, en termes économiques. On craint qu'on puisse moins vendre que les précédentes années. Une crainte partagée par la ministre de l'Agriculture sur X, qui déplore le résultat de ces négociations entre l'Union européenne et Washington. La situation ne peut en rester là. Ce point n'est d'ailleurs pas clos. J'attends des mesures européennes fortes pour soutenir les producteurs qui seraient pénalisés par ce résultat inacceptable. L'Union européenne affirme qu'il s'agit du meilleur accord qu'elle pouvait obtenir face aux menaces commerciales du président américain. Allez, on va parler de votre santé à présent. Le nez qui coule, la fièvre, la migraine, les frissons. Vous pensiez peut-être qu'on en était débarrassé pendant l'été. Eh bien, figurez-vous que non. Même en pleine période estivale, Naoufel, on peut tomber malade. Oui, si tous les symptômes nous font penser à une grippe, vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. Alors, à quoi c'est dû? Élément de réponse avec Mathéo Pasto, Marie Roux et Bastien Dufour. Même en plein mois d'août, les virus ne prennent pas de vacances. On fait de la plage, de la piscine et puis on se couvre pas le soir. Et puis voilà, on a la voix cassée, un rhume en août. Au début du mois, 7% des tests Covid étaient par exemple positifs et cela s'explique par plusieurs facteurs. Il y a le passage du chaud au froid, de la climatisation à la chaleur et de la chaleur à la climatisation. Il y a le fait que les gens en très forte chaleur vont se réfugier dans des endroits confinés, donc ils sont les uns près des autres. Et les virus rencontrés ne sont pas forcément les mêmes que ceux attrapés en saison hivernale, mais ils peuvent être tout autant incommodants. Tout grasse, tout sèche, maux de gorge, irritation, gorge qui gratte, un peu de fièvre, éternuement, une fatigue générale. Après, il y a des gens qui sont très fatigués à l'issue d'une année de travail. Et pour ne pas recommencer l'année fatiguée, cette pharmacienne conseille d'entamer une cure de vitamine C ou bien même de zinc. Il me semble avec du... Et plus d'un mois après l'incendie à Marseille qui a ravagé 750 hectares, le quotidien, vous allez voir, des habitants sinistrés reste toujours compliqué. Oui, tout à fait. Certains n'ont pas encore été relogés. D'autres ont réussi à s'installer, mais dans des mobil-homes. La commune a mis à disposition un terrain avec des bungalows. C'est ce qu'on va voir dans ce sujet de Loïc Gazard et Eléa Morel. Joachim et sa femme ont déboursé un peu moins de 5 000 € pour ce mobil-home d'occasion qu'ils rénovent avant de pouvoir y emménager. Là-bas, on va faire la douche qu'on a agrandie parce qu'elle est trop petite pour nous et la chambre. Pour l'instant, ce couple de sexagénaires vit dans un camion. Ce mobil-home est une solution temporaire, espère Anne-Marie. C'est une solution d'avoir un toit pour cet hiver. On n'a pas eu d'autre choix. Il n'y a pas de maison disponible. Ces habitants ont réussi à obtenir une convention d'occupation temporaire de ce terrain municipal et ils l'ont rendu habitable en quelques semaines, notamment grâce à des dons privés. Et il y a eu beaucoup de monde qui se sont manifestés pour nous aider. Et on les remercie aussi parce que c'est grâce à eux qu'on a pu avancer. Une solution temporaire qui n'est pas idéale pour Giulia qui appréhende déjà sa rentrée en première. Je ne sais pas comment je vais faire. Là, je ne vais pas avoir de chambre. Je vais vivre avec mes parents dans un salon. Ça va être compliqué pour les cours. À côté, sa mère Jennifer a appelé toutes les communes à proximité pour réitérer sa demande de logement social. Ils se renvoient tous la balle d'un à l'autre. Non, c'est pas nous, c'est Marseille. Moi, j'avais fait déjà une demande de logement social il y a plus de 6 ans. De son côté, la ville de Marseille rappelle que c'est aux propriétaires d'assumer l'obligation de relogement des locataires. Le mois dernier, elle a débloqué 2 aides financières destinées aux sinistrés.
Bon, Naoufel, on a une mauvaise nouvelle, c'est bientôt la rentrée. Et oui. On a du mal à y croire. Et oui, quelques jours. Et le retour à l'école, évidemment, pour des millions d'élèves français. Alors, il y a quand même l'occasion de reprendre de bonnes habitudes, moins d'écran et surtout moins de téléphones portables. Si en France, le gouvernement souhaite renforcer l'interdiction des smartphones au collège, vous allez voir que nos voisins anglais ont un peu d'avance sur nous. Une ville, notamment au Royaume-Uni, où le mobile est interdit pour les moins de 14 ans, en a fait l'expérience dans un établissement scolaire. Regardez ce reportage de notre correspondante à Londres, Laura Calmu.